Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. Alors, nous sommes en période de rentrée et on vous l'avait annoncé il y a quelques jours, on souhaitait consacrer une émission spéciale pour donner la parole à Bérengère Dubuc, secrétaire générale de l'UIC, le premier syndicat, l'Union des intermédiaires de crédit. Bérengère, bonjour, ravi de t'accueillir sur Crédit Bonjour TV. Eric et merci pour ton invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Bon, super. Alors, Bérengère, la plupart de nos auditeurs te connaissent, mais je voulais te proposer peut-être que tu nous rappelles comment est né l'UIC, comment est venue cette idée de créer ce syndicat. Et aujourd'hui, si tu peux peut-être nous donner quelques chiffres ou quelques éléments sur les adhérents, qui sont les adhérents aujourd'hui de l'UIC. Merci Eric. Donc l'UIC a été créé, j'ai créé l'UIC en 2019, une période qui était assez compliquée pour toute la profession, on s'en rappelle je crois. Moi je suis donc courtière, j'ai un cabinet à Montpellier en Languedoc-Roussillon. Je suis une courtière indépendante, c'est-à-dire que j'ai mon propre cabinet depuis 15 ans et on a commencé à vivre une période compliquée avec de plus en plus d'atteintes bancaires, notamment menées à l'époque nous par le Crédit Agricole du Languedoc qui menaçait de déconventionner, qui ne respectait pas le mandat, etc. Et face à ça, je me suis rendu compte qu'on avait une absence criante de représentativité. C'est-à-dire que j'ai appelé à l'époque plusieurs associations pour leur demander qu'est-ce que vous faites quand les banques ne respectent pas notre mandat, quand les banques nous déconventionnent, on ne peut plus travailler. Et les associations m'ont expliqué qu'elles n'étaient pas là pour ça. Jusqu'à ce qu'une association me dise, nous ne sommes pas un syndicat, enfin, c'est pas notre métier. Et là, Mhm. ça a fait tilt et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de syndicat. Et la différence entre une association et un syndicat, c'est que le syndicat défend les intérêts d'un groupe professionnel avec l'autorisation d'aller en justice, ce qu'une nation ne peut pas faire. Donc, face à ça, je me suis décidée à créer le syndicat qui était déjà porté par une vision collective, puisque je voulais dès le départ le créer avec des confrères qui n'étaient pas forcément de même nature que mon agence, des confrères qui pouvaient être franchisés, qui étaient certains nationaux, en nous disant il faut qu'on apporte une vision professionnelle unitaire de notre métier. Il faut qu'on dépasse cette image négative de syndicat que certains ont. Il y a le syndicat des médecins généralistes, il y a le syndicat des agents immobiliers, il y a le syndicat du patron, du patronat. Donc oui, Mhm. nous sommes indépendants, oui, nous sommes des chefs d'entreprise, mais on a besoin d'avoir un organisme de défense corporatiste. Et c'est comme ça qu'est né l'UIC. Ok, très bien, Bérengère. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, parmi des adhérents, on va retrouver aussi bien des indépendants avec des structures de taille diverses, peut-être des gens qui travaillent seuls, d'autres qui sont organisés avec des salariés ou des mandataires, et puis aussi quelques réseaux qui, depuis le lancement de l'UIC en 2019, ont rejoint ton syndicat. Tout à fait, Eric, tu as très bien résumé et je crois que c'est une des choses dont je suis le plus fière. Alors, l'UIC est parti à Montpellier, bien sûr. J'ai des confrères qui ont été des membres historiques qui ont rejoint le cabinet et qui d'ailleurs étaient des confrères qui, eux, avaient certains 5, 6 agences, qui avaient une vingtaine de mandataires, donc étaient déjà dans une étape différente de la mienne. Et puis, on Mhm. a été rejoint par des SARL et des SARL qui sont ralliés à des groupes franchisés nationaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai des toutes petites entreprises avec des courtiers qui travaillent tout seuls et qui sont seuls dans leur cabinet. J'ai des courtiers qui sont tout seuls, mais qui adhèrent à des labels, dont Made in Courtage par exemple, mais d'autres en réalité, mais qui sont indépendants. J'ai des structures qui ont une vingtaine, trentaine de mandataires et j'ai des sociétés qui sont raffiliées à des groupes nationaux et qui ont adhéré. Ok, très bien. Merci beaucoup, Bérengère, pour nous avoir rappelé le contexte et qui compose aujourd'hui l'UIC. Alors, il y a une action que tu avais menée l'année dernière, action sur laquelle je souhaitais que l'on revienne ensemble ce matin, Bérengère. C'était ton action auprès de Bercy sur un sujet qui avait fait couler beaucoup d'encre depuis 2 ans maintenant, ou 3 ans même. C'est celui de l'opposabilité du mandat. Rappelle-nous, comment tu t'y es pris pour rentrer en contact avec Bercy, et puis on va parcourir ensemble la réponse justement du ministère. Alors, ma technique, je suis désolée, je vais décevoir beaucoup de monde. En fait, elle est super simple. Ma technique, c'est de ne rien lâcher jusqu'à ce que j'ai une réponse. Je crois que c'est ce qu'on fait tous en tant que courtier. Quand j'ai un dossier qui est compliqué à sortir, je le présente, je le remonte et j'ai un refus et je le représente et j'argumente et j'ai un accord et j'ai un refus SACEF et je change de banque et je change de cautionnement et je sors mon dossier. En fait, l'UIC, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les courtiers, on est une profession réglementée. Profession réglementée, on a une liberté d'exercice parce que le Code monétaire et financier le dit très bien, nous sommes mandatés par les clients.
tout comme le policier ne peut pas refuser qu'un avocat assiste son client, tout comme un débiteur ne peut pas refuser qu'un huissier vienne lui réclamer des sommes. Mhm. Une banque ne peut pas refuser que son client dise « je souhaite que le courtier me représente ». Ça, c'est la loi. Sauf que la loi n'était jamais appliquée. Donc l'UIC, en tant que syndicat et corps intermédiaire représentatif, parce qu'être un syndicat dans la loi française, c'est qu'aujourd'hui, je représente la profession. L'UIC est un interlocuteur viable, fiable et officiel. Nous avons écrit à toutes les instances, la CPR, l'ORIAS, la Banque de France, l'autorité des marchés financiers, la Fédération française des banques et le ministère de l'économie pour dire voilà, nous avons une problématique. On a un texte de loi qui dit que le mandat est le seul document exigible et on a des banques qui ne le respectent pas vu qu'elles n'ont pas de sanctions. Nous vous demandons d'intervenir afin de respecter le jeu de la concurrence. Et c'est vrai qu'à force d'alerter, de relancer, le salon du crédit d'ailleurs m'a donné une grande visibilité en m'invitant et où j'avais pu interpeller justement la députée qui portait la réforme du courtage et le DG du Trésor de l'époque. Mhm. Finalement, effectivement, le cabinet du ministre a répondu et a dit oui, vous avez raison, le mandat s'oppose aux tiers et les courtiers doivent exercer librement. Et je crois que ça a été la première victoire de l'UIC, cette réponse de Bruno Le Maire que vous mettez à l'écran. Effectivement, je te propose, Bérangère, qu'on parcourt ce courrier de Bercy qui date d'il y a tout juste un an. Hein. C'était en septembre 2021. Bercy, donc, qui accusait en quelque sorte réception de ta demande, de ton alerte sur le refus d'un certain nombre d'établissements bancaires d'étudier une demande de crédit dès lors qu'elle est présentée par un IOBSP, par un courtier. Tout à fait. Euh, Bercy a très bien résumé justement le contexte que tu rappelais à l'instant. C'est le fait que le courtier, il est mandaté par son client et non pas par les établissements bancaires. Hein. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Je rappelle, ce qu'on affiche ce matin, c'est vraiment la réponse du ministère de l'économie et des finances. Et tu dénonçais dans ta demande un comportement commercial agressif de certains établissements de crédit. Tu l'as rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, c'est ce qui avait amené à la création de l'UIC avec le litige, finalement, si je peux utiliser ce terme, hein, qui a opposé beaucoup de courtiers localement face au Crédit Agricole Languedoc-Roussillon. Et Bercy, ce qui est très intéressant, c'est que Bercy a repris quasiment mot pour mot l'argumentaire que tu mettais en avant dans ton alerte, notamment en se basant sur un article du Code du commerce, hein, l'article L442-1 qu'on a ici à l'écran. Et finalement, Bercy conclut en reconnaissant l'utilité des services rendus par les courtiers pour les emprunteurs. Et ça, je crois que c'est une phrase très, très importante. Comment l'as-tu ressenti, Bérangère, ce courtier, quand tu l'as reçu? J'imagine que c'était une première grande victoire pour l'UIC. Alors, comment je l'ai ressenti? Si je dois répondre en tant que secrétaire général de l'UIC, je vais dire que je l'ai ouvert avec beaucoup de satisfaction. La vérité, c'est que je l'ai ouvert en criant oui, 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 comme ça, parce que c'était énorme, que j'ai appelé mes enfants, mon mari, mes collègues, tous les adhérents, qui a eu une grande joie, mais bien sûr, parce que ce courrier était l'aboutissement de 2 ans. 2 ans de procédure, puisque j'ai intenté 2 procès au Crédit Agricole du Languedoc sur le non-respect du mandat et sur les ruptures brutales de relations commerciales, parce que j'ai alerté tout le monde, parce que la Banque de France faisait la sourde oreille, parce que les associations ne nous soutenaient pas, parce qu'on était seuls et que je porte en réalité quelque chose qui me dépasse. Personnellement, j'ai rien à gagner, entre guillemets, sauf mon libre exercice, mais ce que j'ai derrière aujourd'hui, c'est 34 000 courtiers qui ont besoin d'exercer librement. Donc, quand je reçois ce courrier qui dit tout d'abord que les courtiers sont mandatés par leurs clients, cette Mmh. phrase, elle est primordiale. Ça va être la base de toutes mes discussions avec les banques. Je Mmh. suis mandaté par mon client. Ça remet le client au cœur de la relation. Donc ça, c'est la première chose. Derrière, en rappelant que les pratiques abusives commerciales sont interdites, les entraves à la concurrence, etc., le ministre reprend bien notre problématique, et je reviendrai là-dessus, sur les études bancaires. Et puis pour finir, reconnaissant l'utilité des services rendus aux emprunteurs, ça faisait du bien de le lire. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est au cœur de toutes les discussions, le respect du consommateur, son droit, qu'on a un gouvernement qui a essayé de libéraliser l'accès à l'assurance, de libéraliser plein de choses. Mais qui c'est qui permet d'avoir la libéralisation de l'assurance? Qui c'est qui permet la mise en concurrence? Qui c'est qui permet tout ça? C'est le courtier.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit, puisqu'après j'ai été reçue au ministère, ce que j'ai expliqué toujours avec, on va dire, ma manière simple de dire les choses, c'est qu'il n'y a pas de différence intellectuellement, je crois, entre le ministre de l'économie et nous. Le Mhm. ministre de l'économie veut le plein emploi. Nous sommes 34 000 créateurs d'entreprises en France. Le ministre de l'économie veut du pouvoir d'achat. Nous permettons aux Français d'économiser sur leur crédit, de devenir propriétaires, donc de ne plus avoir de charges à l'heure de la retraite, de fixer leurs charges de crédit, donc de ne pas subir l'inflation des loyers. Donc on lutte pour le pouvoir d'achat. Le ministère de l'économie veut un secteur dynamique et de concurrence. Nous permettons aux clients de comparer les taux, les banques, etc. Le ministère de l'économie veut qu'aujourd'hui la France sorte un petit peu d'une certaine méthode un peu vieillotte. Aujourd'hui, les courtiers sont disponibles le soir, on est disponible le week-end, on met nos dossiers en numérique, on a une souplesse auprès du client. Donc finalement, en 2023, 2022, le courtier est l'avenir. On est l'avenir, on est présent en Europe, on est l'avenir. On est ce que veulent les clients. Les clients veulent du sur-mesure aujourd'hui. Et on fait ce sur-mesure. Donc c'était important que ce soit reconnu, parce qu'il y Mhm. avait un discours de dénigrement de certaines banques, pour le coup, qui ne remettait pas le client au cœur de la relation, qui nous faisait passer pour des mercenaires, ce qui est totalement faux. Moi, aujourd'hui, je propose à mon client, et comme tous mes confrères, hein, on leur propose un crédit sur mesure et nous ne nous l'aurons pas. Sans courtier, vous savez très bien ce qui se passerait. C'est comme Free a révolutionné le prix de la téléphonie mobile. On se rappelle tous combien on payait nos forfaits avant et les SMS. Le courtier, en forçant les banques un petit peu à rentrer dans le jeu de la concurrence, révolutionne ça aussi en partie. Très bien. Et Bérangère, je mets aussi à l'écran la conclusion pardon, du courrier de Bercy qui revenait donc sur la possibilité de saisir les autorités compétentes en cas de manquement finalement à cette liberté pour le client de se faire représenter par un courtier. Et ça aussi, c'est un élément important que tu veux peut-être commenter, Bérangère. Alors, je vais le commenter brièvement. Le problème où on en arrive aujourd'hui, c'est l'intersectionnalité de l'IOBSP. Je m'explique. Le courtier, il est là. Il est entre le code monétaire et financier qui réglemente l'exercice de son métier en tant que professionnel du crédit, mais on a le droit du travail, par exemple, dans la relation avec nos salariés. On a le code du commerce pour la relation avec les banques quand on a des conventions. Et finalement, le courtier est au milieu de tout ça. Et ce que font les autorités compétentes, autorités de la concurrence, DGCCRF, autorités ACPR, etc., c'est que chacun nous renvoie systématiquement boulet vers un autre. C'est-à-dire que quand une banque ne respecte pas la convention, je vais saisir l'autorité de la concurrence qui va nous dire, chère madame, vous dépendez du code monétaire et financier, saisissez la CPR. Donc, je vais saisir la CPR qui va me dire, chère madame, les rapports entre banques et courtiers conventionnels sont des accords commerciaux. Donc, je vais aller saisir la DGCCRF qui va me dire, non, nous sommes désolés. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que le ministre nous invite à saisir les autorités compétentes. Mais moi, l'année dernière, j'ai fait remonter plus de 120 entraves à la liberté d'exercice à l'autorité de la concurrence qui n'a toujours pas répondu. On leur a écrit, notre avocat leur a écrit, on a écrit à la CPR, personne ne répond, puisque chacun nous explique quand ça l'arrange finalement, qu'on dépend de la CPR. Mais moi, quand je fais un excès de vitesse et que je suis arrêté par les gendarmes à 160, je ne leur dis pas, désolé, je ne dépends pas du code de la route, je dépends du code monétaire et financier. Je dépends du code de la route quand je roule. Les banques dépendent du code commercial et de l'entrave à la concurrence quand elles entravent la concurrence. Elles dépendent du code monétaire et financier quand elles font des entraves à la réglementation sur l'octroi du crédit. Et il faut enfin que les autorités compétentes cessent de nous faire tourner en permanence et arrivent un petit peu à sanctionner les pratiques abusives. Le ministre le demande. Donc, on va me répondre que la justice est indépendante, c'est vrai, mais on a quand même une problématique parce qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas entendu. Très bien, merci beaucoup Bérangère. On approche du milieu de notre émission. Je propose qu'on fasse une courte pause ensemble pour parler du Salon du Crédit, avec notamment un message. On souhaitait vous rappeler à qui s'adresse le Salon du Crédit, qui aura lieu les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Bérangère, on se retrouve juste après cette courte pause. À tout de suite.
Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'infocrédit de France, avec aujourd'hui notre invitée Bérengère Dubu, secrétaire générale de l'UIC. Bérengère, on a beaucoup parlé de la réponse de Bercy, réponse qui était très instructive, et on le sait, tu t'es aussi adressé directement à plusieurs établissements bancaires, et je voulais qu'on propose à nos auditeurs de parcourir quelques réponses que tu as reçues, à commencer peut-être par la réponse du Crédit Mutuel, que j'affiche tout de suite à l'écran. Hop, voilà. Donc, dans le courrier que tu avais adressé au Crédit Mutuel, même principe, tu souhaitais alerter la banque sur les pratiques de son réseau. Et notamment, le Crédit Mutuel, dans son courrier de réponse, semble être un petit peu surpris par le reproche qui leur était fait de porter atteinte au libre exercice de la profession des courtiers. Et c'est ce qu'on a donc à l'écran ici. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment le Crédit Mutuel a souhaité se positionner par rapport à cela. Bérengère, je te laisse commenter la suite de ce courrier. Donc, effectivement, une fois qu'on a eu cette réponse, ça fait longtemps qu'on alertait les banques sur le non-respect du mandat. Alors, on essaye toujours de privilégier le dialogue. On a ouvert du dialogue avec le LCL, la Société Générale, la BNP, la Banque Postale. Il y a des banques qui restent toujours très réfractaires. Et donc, on a eu le courrier du ministre, on l'a réécrit pour dire que non seulement la loi disait que le mandat s'oppose au tiers, mais que le ministère de l'Économie et des Finances le confirmait et qu'on ne pouvait pas intellectuellement justifier. Je pense qu'il faut en revenir à des choses basiques. Comment la banque peut expliquer à son client qu'elle refuse que sur ses propres deniers, il paye un courtier pour lui expliquer son offre de prêt? C'est totalement absurde, vu que la banque ne nous paye pas dans le cas où il n'y a pas de convention. Pourquoi la banque refuserait que son client soit recommandé? Si ce n'est parce que la banque n'est pas à l'aise sur sa pratique commerciale et la mise en concurrence. Et donc, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a répondu tout simplement qu'il souhaitait privilégier une relation de qualité avec ses clients, qu'il voulait répondre aux besoins, qu'il ne souhaitait pas être en opposition avec la loi et que pour eux, il n'y avait pas de différence entre un dossier présenté en direct ou par un intermédiaire. Ils ont strictement appliqué la loi en l'assumant. Et effectivement, le Crédit Mutuel poursuit en te proposant, entre guillemets, de rassurer les adhérents de l'UIC sur l'étude des dossiers qui leur sont présentés, qu'il y ait ou pas une convention de partenariat. Et ça, là aussi, tout à l'heure, on parlait de victoire quand tu avais reçu le courrier de Bercy. C'était aussi, j'imagine, pour toi une belle avancée pour l'ensemble des courtiers. Ça a été une très belle avancée parce qu'il ne faut pas oublier que le Crédit Mutuel et le CIC ont résilié toutes les conventions en même temps que le Crédit Agricole. Donc, j'ai toujours. Alors, moi, je suis une ancienne du CIC en plus, mais le CIC Crédit Mutuel, pour le coup, a eu une attitude dans la rupture des relations commerciales très respectueuse, puisqu'ils ont dénoncé les conventions un an avant. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas attaqué en justice le Crédit Mutuel, contrairement au Crédit Agricole. Parce qu'une banque a le droit de rompre sa convention. Ils l'ont rompu avec un préavis, ils ont traité les dossiers jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de campagne de dénigrement, il n'y a pas eu de rappel de nos clients, il n'y avait pas eu toutes ces entraves à la concurrence. Donc, on leur écrit pour leur dire qu'on aimerait bien que le mandat soit respecté et que le groupe Crédit Mutuel est un groupe qui a des valeurs et que ces valeurs, effectivement, sont, je crois, le respect du client. Leur réponse est très claire et permet aujourd'hui aux courtiers de solliciter le Crédit Mutuel CIC quand le dossier s'y prête, quand l'intérêt du client s'y prête. Et je pense que tout le monde est gagnant, vu que ça permet à la banque d'acquérir ou de conserver une clientèle qui correspond à ses valeurs et un petit peu à son désir. Et ça permet au courtier d'avoir une offre libre. Et le client est ravi de payer un courtier qui va lui éviter les démarches, qui va lui conseiller, qui va lui monter le plan de financement. Donc on est tous très gagnants. Ça fait un moment que nous pratiquons cette relation. Je crois que le Crédit Mutuel n'est pas noyé de demandes, puisque le marché est large, mais on est sur une relation de qualité et de respect dont je ne peux que me féliciter. Très bien, Bérengère. Et effectivement, je te propose qu'on parcourt aussi un courrier que tu avais adressé le CIC Sud-Ouest, donc qui est membre du Crédit Mutuel, et qui reprenait quasiment mot pour mot la position du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Tout à fait. Et avec cette même logique d'étudier les dossiers qui sont présentés à CIC Lyonnaise de Banque. On aurait pu prendre d'autres exemples de courriers que tu as reçus, mais toujours dans cette logique, même en l'absence de convention de partenariat. Donc oui, 1000 fois oui, on peut officiellement dire que le mandat est parfaitement opposable aux banques et on a ici des courriers très précis en ce sens.
Alors, on a parlé des différentes actions que tu as pu mener, hein, Bérangère, avec Bercy, avec les banques, mais il y a aussi une grosse actualité qui préoccupe, j'allais dire, tous nos auditeurs en cette période de rentrée, c'est évidemment le sujet de l'usure. Et je voulais, Bérangère, que tu t'exprimes sur ce point parce que je crois que là aussi, l'UIC a mené et est en train de mener un certain nombre d'actions pour faire bouger les choses au niveau de l'usure. L'UIC, c'est un syndicat professionnel. Donc moi, je soulève les problématiques que rencontrent les courtiers concrètement. Quand on parle des heures de formation, des directives européennes, réforme du courtage, ça n'intéresse pas les courtiers aujourd'hui. Ce qui les intéresse, c'est de dire comment je peux travailler avec les banques dans l'intérêt de mon client et que ma société ça, puisse exercer librement. Et le taux d'usure, qui est une mesure, et je le redis et je le pense, qui protège le consommateur et qui en soi est très bien, qui ne pose que très rarement problème, je crois, à nous tous, hein, tous ceux qui exerçons, on a chaque année deux dossiers bloqués parce que le client est un peu âgé, parce qu'il est malade, mais c'est Mm. rare. Et depuis le mois de mai, on constate que la hausse des taux est très brutale suite à la guerre en Ukraine et que le taux d'usure, qui est révisé en réalité avec 6 mois de décalage, ne permet pas de compenser. Donc, on a un taux d'usure qui ne bouge pas, des taux de crédit qui montent, et on se retrouve au mois de septembre avec un taux moyen pour des primo-accédants à 2,30 et un taux d'usure à 2,60. Ce qui veut dire que, en réalité, les gens ne peuvent plus emprunter. Ça, des confrères, des courtiers m'ont appelé partout, avec des situations dramatiques, puisque certains confrères, suivant les zones où ils sont, n'ont pas fait un dossier depuis le mois de juin. On a des régions de France où c'est beaucoup plus tendu que d'autres. Donc, c'est très compliqué. Et le taux d'usure est une vraie problématique. Donc l'UIC, de nouveau, a écrit au ministre, a écrit à l'ensemble des députés de la commission des finances, a Mhm. écrit à la Banque de France, a écrit à la CPR, et on a refait notre tour, qui est notre technique, c'est-à-dire c'est systématiquement alerter et dire attention, il y a un problème, on est là. Et on a refait ça. Et on a alerté que les taux au mois de juillet avaient encore monté là où le taux d'usure plafonne et qu'on allait avoir une problématique. Face à ça, on s'est aussi rendu compte que la problématique était générale et on a voulu pour le coup ouvrir et on a proposé un courrier à envoyer au ministère de l'économie et des finances, mais qui ne soit pas que de l'UIC, mais qui soit ouvert à tous. Et c'est Mhm. pour ça que des patrons de grands groupes, mais que je vais citer, patron de CAFPI, Olivier Landrevi, qui lui fait un sacré lobbying pour le coup pour défendre ces problématiques-là, et j'en leur remercie. Et c'est important. On avait Sandrine Alonier de Vous Financer, Maëlle Bernier de Meilleur Taux, c'est-à-dire que des gens qui sont visibles, qui sont médiatiques, qui dirigent de grands groupes, qui sont plutôt frileux en général, Oui, sont frileux allés à en avant, s'exposer, on va dire. à Mm. s'exposer, parce que ben, le business et le politique font pas bien, qu'on se dit toujours si on parle un peu trop, quelle va être la réaction des banques. Et là, je leur ai dit, je propose que ce courrier soit commun à toutes les associations que j'ai Mhm. invitées, commun aux courtiers, commun aux adhérents et non adhérents, puisque beaucoup ne sont pas adhérents, commun aux assureurs, commun aux partenaires, salon du crédit, les logiciels, etc. Et en effet, beaucoup ont répondu présent, à l'exception des associations qui ont voulu refaire leur requête à part, en mettant d'ailleurs que la réforme du courtage, en les rendant un petit peu obligatoires, place les associations aujourd'hui sur un statut d'institutionnel qui peut-être ne donne pas la même liberté de parole que je peux avoir, c'est vrai. Et ce courrier signé, et j'en suis très fière, par des courtiers nationaux, locaux, des TPE, des grands groupes, des assureurs, des éditeurs de logiciels, a été envoyé à Bercy pour dire ce ne sont pas les courtiers qui alertent seuls, puisque les notaires l'ont fait avant nous, Mhm. les promoteurs l'ont fait, mais aujourd'hui, c'est toute une filière qui vous alerte, monsieur le ministre. Suite à ce courrier, nous n'avions pas encore eu de réponse et la Banque de France a pris une position, pour le coup, très insultante pour notre profession. Alors la Banque de France, quand même, est notre organisme de tutelle et François Villeroy de Galhau n'a jamais répondu à aucun courrier de l'UIC, ne nous a jamais reçus, ce qui est un déni, pour le coup, total de démocratie et de respect des corps intermédiaires. Donc, on a continué. Et effectivement, on s'est rendu compte que la mobilisation allait devoir être rapide, puisque au mois d'octobre, si les taux ne remontent pas, le taux d'usure ne remonte pas, et que les taux remontent comme c'est normal, vu que la BCE remonte ses taux directeurs, vu que tout remonte, le prix des pâtes, le prix des pellets de bois, le prix de l'électricité, tout remonte. Donc, de facto, les taux remontent. Il y allait avoir un marché qui allait être totalement bloqué, avec des grosses conséquences pour les emprunteurs et les consommateurs. Ça, c'est au cœur. Mais également, il ne faut pas avoir honte de le dire, pour nos sociétés, avec des courtiers qui vont mettre la clé sous la porte. Parce qu'après des années de 2019, guerre commerciale des banques et baisse des commissionnements, 2020, Covid, fermeture,
2021, HCSF qui rebat les cartes. Si en 2022, on a 6 mois de fermeture avec le taux d'usure, il y en a beaucoup qui ne passeront pas l'hiver. Ça, c'est la vérité. Et donc, la mobilisation a passé un cran un petit peu au-dessus. Et face à l'attitude du gouverneur de la Banque de France, très méprisante, puisqu'il a dit que les chiffres des associations étaient fantaisistes et que personne ne les prenait au sérieux, puisqu'il a dit qu'au mois de septembre, on empruntait à 1,45, là où il n'y a aucune personne sur le terrain qui peut y croire, eh ben, l'UIC a décidé de passer un petit peu à la vitesse supérieure et d'alerter les médias. Et alors justement, ça passe par une manifestation que tu organises mardi prochain, mardi 20 septembre, devant le siège de la Banque de France. Est-ce que tu peux nous dire si déjà tu as des premiers retours de personnes qui t'ont annoncé être présentes aux côtés de l'UIC mardi prochain? Alors, notre intervention dans les médias s'est faite en disant qu'effectivement, il fallait, puisque la Banque de France ne nous écoutait pas, nous allions aller à la Banque de France. Donc, j'ai appelé à manifester et j'ai appelé tout le monde à manifester. Et j'ai été surprise, mais vraiment surprise, de voir les réponses. Donc, de nouveau, les grandes franchises, la centrale de financement, via son directeur Sylvain Lefebvre, a appelé à soutenir la manifestation. Le patron de Privilège Courtage a annoncé qu'il serait en personne à la manifestation. Le DG de CAFPI a invité ses équipes à y aller. Donc, il y a eu tous ces grands groupes qui ont appelé à y aller. Mais moi, j'ai des courtiers aujourd'hui indépendants qui m'écrivent d'Alsace, de Paris, de Toulon, de Brest. J'ai des courtiers qui, d'un coup, ont le sentiment qu'il est temps d'agir et qui se reconnaissent dans le mouvement. Donc, effectivement, les échos sont que nous serons mardi devant la Banque de France, nombreux, je l'espère, mais que nous serons surtout représentatifs de notre profession, avec des courtiers qui viennent de tout le territoire, des courtiers qui ont des structures différentes, des courtiers qui sont adhérents ou pas adhérents, mais des courtiers qui ont tous la même problématique, c'est mettre l'emprunteur au cœur de leur action et que quelqu'un qui n'emprunte pas est quelqu'un aussi, il faut le savoir, qui passe à côté d'une chance pour lui, qui passe à côté d'un projet de vie. Et il y a cette urgence à agir. Très bien, merci beaucoup Bérangère. Donc, rendez-vous est pris mardi prochain, mardi 20 septembre, devant le siège de la Banque de France dans le premier arrondissement de Paris. Je voulais revenir toujours sur le taux d'usure. On parlait de cette mobilisation et des alertes que tu as pu porter encore une fois auprès de Bercy. Autant la Banque de France jusqu'à présent est restée sourde à ces alertes. Est-ce que Bercy t'a fait un retour, Bérangère? Eh bien oui, donc je crois que Bercy doit en avoir un petit peu marre qu'on alerte, mais à force d'alerter de nouveau, parce que le ministère de l'économie n'est pas pour que l'immobilier qui représente 11 points de PIB s'effondre. Le ministère de l'économie qui lutte contre le chômage n'est pas pour que 34 000 TPE soient en danger et licencient leurs équipes. Le ministère de l'économie qui est pour la relance a besoin qu'il y ait des entreprises qui réussissent. Donc si on met tout ça côte à côte, il y avait de nouveau pas d'agressivité, puisque je pense que l'on poursuit le même objectif. Et le ministère de l'économie donc a répondu qu'ils avaient pris note des problématiques, que en effet, donc j'ai reçu un courrier il y a 3 jours, que en effet le taux d'usure était une mesure qui protégeait le consommateur auquel ils étaient attachés, et je suis 100% d'accord avec ça, mais qu'une réunion de travail allait s'ouvrir, puisqu'il fallait peut-être réfléchir à la situation actuelle et que l'UIC serait convié en tant que syndicat représentatif des IOBSP. Très bien, merci beaucoup Bérangère pour ces précisions et sur cette actualité qui touche évidemment toute la profession. Notre émission arrive à son terme. Je voulais te laisser la parole, Bérangère, par rapport à cette mobilisation, par rapport au fonctionnement de l'UIC. Peut-être que tu nous rappelles un petit peu comment peut-on faire pour les auditeurs qui nous regardent, comment peut-on faire pour adhérer à l'UIC? Alors c'est vrai que le combat de l'UIC est un combat pour toute la profession. Chaque fois qu'on a une avancée, tout le monde en profite, adhérents ou non adhérents. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France a dit que le taux d'usure allait être réévalué car certains dossiers coincés. Donc il y a un discours en une semaine beaucoup plus respectueux. Et je pense que c'est grâce à notre mobilisation aussi. Néanmoins, tout le monde en profitera. Ça, c'est vrai. Il n'empêche qu'un syndicat a besoin d'adhérents déjà pour être de plus en plus écouté, a besoin d'adhérents pour être relayé sur le territoire et on a besoin de cotisations. Effectivement, aller à Paris, faire les allers-retours, toutes ces actions qu'on fait, contacter les médias, faire des affiches, tout ça nécessite un coût. Le soutien des courtiers, parce que dans l'UIC, moi, je prends en charge l'intégralité des frais
de justice pour nos adhérents qui ont des problématiques avec des banques qui ne les respectent pas les conventions. Tout ça, les clients qui ne payent pas les honoraires, c'est l'UIC qui les soutient. Quand on a un confrère en difficulté, l'UIC propose de faire un prêt d'honneur pour prendre en charge les cotisations sociales. Donc le but de l'UIC, c'est que les courtiers réussissent. Et effectivement, plus on aura d'adhérents, plus on aura de cotisations, plus on ira vite. Regardez le chemin parcouru en 3 ans finalement, avec au départ un petit syndicat qui est parti de Montpellier, mais qui est présent partout aujourd'hui. Imaginez ce qu'on ferait avec encore plus de budget et encore plus de monde, et je crois qu'on irait beaucoup plus vite. Très bien, merci beaucoup Bérangère. Rendez-vous est pris donc pour mardi prochain. On espère que ce sera une nouvelle victoire, à la fois pour l'UIC, mais aussi pour l'ensemble de la profession. On rappelle tout en bas de l'écran le petit bandeau qui défile, hein, l'adresse du site internet de l'UIC pour adhérer et avoir toutes les informations. L'UIC, on le rappelle, c'est l'Union des intermédiaires de crédit. Bérangère, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et on se retrouve mardi prochain à Paris dans le cadre de la manifestation que tu organises au nom de l'UIC et au nom de toute la profession. Merci beaucoup Bérangère, à très bientôt. Merci à toi, merci Eric, au revoir à tous, merci.